demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Il est 19h, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, à Caen, les consultations nationales, la date n'est pas encore connue, mais cela n'empêche pas Aubin Minakou de poursuivre ces consultations. Le président de l'Assemblée nationale a reçu les partis de la majorité extra-parlementaire. Bienvenue dans le monde du numérique, les télévisions congolaises vont changer de robe. Elles passeront de l'analogique au numérique, on n'y est pas encore puisque c'est dans 2 ans. Le CESAC demande l'implication des médias. Et puis la Banque mondiale se propose d'aider la RDC à résoudre ses problèmes d'eau et d'électricité. Le représentant résident de cette institution internationale en a parlé au Premier ministre ce samedi. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Lemba, Massina et à Maluku. Bienvenue à tous. Après la scission du M23, c'est la confusion qui règne désormais au sein de la délégation pour parler avec le gouvernement à Kampala. Cette situation ne permet plus de poursuivre les discussions. La médiation est restée jusque-là muette et les délégués de Kinshasa, quant à eux, s'impatientent. Sur place à Kampala, Bertrand Bisimon, le porte-parole du mouvement, appartient désormais au camp Makenga. Par contre, Séraphin Mirindi a été élevé au même poste de porte-parole par le camp Runiga. On reste dans l'Est avec ce bilan très lourd. 36 morts selon l'ONU à la suite des affrontements entre les différentes factions du M23. Des violents combats ont été signalés jeudi à Rutshuru. Ce territoire serait passé sous contrôle des FDLR qui auraient profité des combats au sein de la rébellion du M23. Une information démentie par Kinshasa. L'homme armé fait savoir que Rutshuru serait toujours sous contrôle gouvernemental. Il a été joint au téléphone par Carmel Placide. C'est par la vitesse du M23, qu'elle soit en perte ou en accélération, ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement politico-militaire en République démocratique du Congo. Parce que c'est une insulte à la Constitution, aux lois de ce pays, et c'est une violation du droit international. Le M23 doit disparaître. Ce n'est pas réduire sa vitesse ou avoir des problèmes, c'est sa disparition et la réintégration de ceux qui l'ont composé, qui ne sont pas des criminels, dans une vie sociale, normale, respectueuse des lois. Eh bien, c'est un M23, savoir comment il est représenté. S'il n'existe plus, eh bien, il n'y aura plus de discussion. S'il existe toujours, nous le verrons. C'est une question de fait. Nous avons fait part de notre disponibilité à vider cet abcès des enjeux internes d'une agression extérieure jusqu'au bout. Mais si nous n'avons plus d'interlocuteurs, vous comprendrez bien que les choses devront s'arrêter et nous estimons qu'elles doivent aller vers leur fin maintenant. Rutshuru n'est pas du tout sous le contrôle des FDLR au moment où nous parlons. Rutshuru n'était jusqu'à hier soir sous le contrôle de personne et les forces armées de la RDC sont en train de prendre toutes les dispositions pour que les populations de Rutshuru soient protégées. Ça, je peux vous le dire sans vous donner de détails.
mais il n'y a pas de FDLR à Rutshuru. C'est un mensonge de ceux qui veulent simplement se donner des raisons de s'immiscer dans les affaires congolaises. On se pose énormément des questions par rapport à tout ce qui se passe dans la rébellion. Qui tire contre qui? C'est la confusion totale au sein de M23 après le putsch réussi par Sultani Makenga contre Jean-Marie Runiga, le chef de la branche politique de cette rébellion. Le M23, on le dit, affaibli après la signature des accords d'Addis Abeba, se trouve aujourd'hui plus divisé que jamais. Entre-temps, les pourparlers de Kampala entre factions rebelles et la délégation de Kinshasa sont au point mort. Et cette importante question, la dislocation du M23 constitue-t-elle un avantage pour le gouvernement ou un début de solution? Suivez ce reportage de Doudou Ndombe et de Fiston Bini. Ces Kinois rencontrés au centre des affaires sont presque unanimes autour de la question. Le gouvernement doit tirer la conséquence de cette situation et prendre les dispositions qui s'imposent devant l'imbroglio qui règne dans le camp du M23. Mettre les efforts, que nos armées se mobilisent, qu'ils soient unis, que le gouvernement intervienne efficacement pour qu'ils ne reviennent pas reconstruire leur unité. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et mettre hors d'état de nuire tous ces fauteurs de troubles qui sont autour de nous, des revendications valables. Mais il faut que le gouvernement tire des leçons de cela et qu'il organise la direction du pays en conséquence. Le gouvernement, c'est la nation. Ils sont élus au Parlement, la magistrature suprême. C'est les peuples congolais qui les ont choisis. Ils doivent écouter dans un premier temps la nation. Et puis il y aura une suite favorable. Avantage pour les gouvernements ou pire mascarade pour mettre l'Est du pays dans la désolation, beaucoup de Kinois recommandent au pouvoir public de ne pas se laisser distraire par cette machination du Rwanda. Scission ou pas scission, nous le M23 ne nous intéresse pas d'abord. Parce que ça n'apporte rien à notre développement, à ce que nous cherchons dans ce pays. Ce qui se passe là, je peux dire que c'est un problème interne, mais ils arriveront peut-être à s'attendre et puis recommencer avec ce qu'ils sont en train de faire là. Vous voyez? Ils négocient mal, ils proposent mal, ils comprennent à travers. Nous, on ne peut pas céder ce qu'on ne donne pas. La terre appartient aux Congolais. On va continuer à prier pour qu'ils ne se réunissent plus encore. Moi, la solution est que Dieu nous a exaucés. De l'AFDL au M23, en passant par le RCD et le CNDP, le mode opératoire reste le même. La crise qui secoue le M23 devrait être considérée comme une révolution de palais dont les acteurs, bien qu'affaiblis, ne servent pas la cause du pays. Ça bouge et ça chauffe au sein de la rébellion du M23, dont l'opinion qualifie cette session de manœuvre de diversion, surtout à l'avènement de la brigade d'intervention. Kinshasa est appelée à la prudence la plus totale. Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. L'heure du reniement semble arriver au sein du mouvement rebelle du M23. Jean-Marie Runiga, chef politique, et Sultani Makenga, chef militaire, ne sont plus désormais en odeur de sainteté. Pendant que le regard est dérivé sur Addis Abeba pour la signature de l'accord cadre sous l'égide des Nations Unies afin de restaurer la paix dans la partie est du pays, partant dans la région de Grand Lac, à Rutshuru, les deux amis ennemis du peuple congolais se rentraient dedans avec leur Kalachnikov. Difficile de savoir ce qu'il y a au cœur de leur X. Seulement, l'on ose croire que l'approche à considérer face à la donne actuelle peut être prise pour fil d'Ariane. Non sans raison, plusieurs analyses n'écartent pas l'idée que du côté Runiga, l'on accuse le général Makenga de rouler pour Kinshasa pour ses prédispositions d'accepter l'intégration. L'on soutient même qu'il caresse le rêve d'obtenir un poste dans l'armée. Par contre, les partisans de Makenga reprochent Runiga de manquer de leadership dans la conduite du mouvement. Hormis les morts et autres blessés, il y a cette lancinante question de savoir s'il ne s'agit pas là d'une manœuvre de diversion. C'est possible. La méthode d'agir caméléonienne qui a caractérisé ce mouvement depuis donne d'affirmer sans embâche que ça peut relever d'une ruse. C'est pour mettre à mal le gouvernement qui devra se casser pour convaincre la bicéphalie qui s'est créée. Mais s'il y a une volonté affichée de ramer pour la paix de la part de Makenga, le camp de Runiga ne peut que rougir. C'est parce que son protecteur Bosco Tanganda se voit, au travers cette initiative,
entrer droit dans l'œil du cyclone, mais aussi sa branche se vider de toute sa substance belliqueuse. Encore que la brigade d'intervention pour imposer la paix ne relève plus d'une chimère, elle va se constituer et sa mission bien précise l'obligerait. Mais attention, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Kinshasa doit être prudent et veiller à renforcer davantage ses moyens de pression diplomatique, mais aussi interne, par la tenue du dialogue national, afin de briser par un coup de massue le rêve de ce mouvement. D'ailleurs, alors qu'il est, et face à ce schisme, la tendance pour la branche qui va s'obstiner sera de donner des coups à l'emporte-pièce et donc imprécis, partant inefficace. Pour le reste, la fragmentation comme méthode d'approche, s'il s'avère être mise en place, ne produira rien face à la nouvelle donne. Autre sujet d'actualité, le pays respire l'atmosphère des consultations en prélude aux concertations entre partis politiques, forces vives du pays. Il s'observe un véritable balai auprès d'Aubin Minakou. Le président de l'Assemblée nationale a conféré avec les partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle regroupés au sein d'une plateforme. Ces derniers lui ont remis un mémorandum. José Junior Ouawa. Mobilisés pour une cause commune, ces 139 formations politiques de la majorité présidentielle extra-parlementaire disent être prêtes pour les concertations nationales en vue de cimenter la cohésion nationale. Les échanges avec les présidents de l'Assemblée nationale portent sur la matérialisation de ces dialogues nationaux attendus de pied ferme par tous les Congolais. Nous avons déposé notre mémorandum au secrétaire général, l'honorable président Minakou, et il y a eu des questions connexes en rapport avec l'accord, en rapport avec le CMPP, en rapport avec la légitimité des autorités, le rôle des autorités coutumières, etc. Même si le contenu du mémorandum n'a pas été révélé, ce parti politique de la majorité présidentielle ne peuvent pas aller à l'encontre de la vision de leur autorité morale et les consultations se poursuivent. Et puis, nous apprenons que l'Église catholique va donner lundi sa position sur les accords d'Addis Abeba, les concertations nationales et la scission au sein du M23. Ce sera lors d'un point de presse. On va se déplacer tous ensemble, direction le centre du pays, le Kassai occidental. La ville de Tshikapa croule sous le poids des problèmes sociaux dépourvus d'infrastructures de base. La ville de Tshikapa fait aussi face à la vie chère. Nous avons joint notre correspondant sur place, Anita Luamboa. Tshikapa fait partie de la province du Kassai occidental. Une minière composée de 5 communes. En première vue, Tshikapa, non l'air d'un parent pauvre. Pas d'infrastructure routière, presque pas d'école, les élèves étudient à même le sol. Mais le plus intéressant, c'est la permanence de l'eau et du courant électrique, même si jusqu'à ce jour, il n'y a aucune grande entreprise sur place. Sur le plan économique, on peut apercevoir sous la ville de Mumba, centre des affaires, des comptoirs de diamants qui fait le bonheur des expatriés et des nationaux. Contrairement à la ville de Kinshasa, la vie coûte cher. L'exemple le plus patent est celui d'un paquet d'eau pure de 6 bouteilles qui revient à 9 000 francs congolais. Côté infrastructure, la ville de Tshikapa a besoin d'être reconstruite. Plusieurs bâtiments se trouvent dans un vieil état. Le plus étonnant, le lingala est la langue la plus parlée dans la ville. Attendant le chef de l'exécutif provincial, la population de Tshikapa est déjà dans la fièvre de l'accueil de l'épouse du chef de l'État, Marie-Élise Kabila. Depuis Tshikapa, Anita Luamboa pour Télé7. Merci Anita. Nous revenons à Kinshasa. Hier, vendredi 1er mars, l'humanité a célébré la journée mondiale de la prière. La tradition a été respectée au Congo-Kinshasa. Les chrétiens de la capitale ont prié pour les femmes victimes des violences dans la partie orientale de la RDC. Sachez que près de 200 nations dans le monde organisent le premier vendredi du mois de mars les prières de ce genre. À Kinshasa, les salutistes, les protestantes, les catholiques ont choisi la cathédrale du Centenaire pour implorer l'intervention de Dieu sur fond des cantiques et adorations. Marie-Jeanne Bibomba. Chants, intercessions et prières, c'est dans cette atmosphère que les femmes de la RDC ont commémoré la journée internationale de prière. Placée sous le thème « J'étais étranger et vous m'avez accueilli », cette journée se veut un moyen pour ces femmes de faire appel à la puissance des dieux.
Ce thème, à en croire la commissaire générale de l'armée du salut et présidente de la Journée mondiale de la prière, est adapté en RDC, un pays hospitalier. C'est aussi une interpellation pour dire une prière spéciale pour la situation des femmes de l'Est victimes de l'intolérance politique. La Journée mondiale de prière a commencé en Amérique, un groupe d'âmes, et aujourd'hui, c'est plus de 170 pays qui sont autour de cette journée. Et le message que nous lançons, que chaque Congolais ait l'hospitalité pour accueillir son frère, sa sœur, mais nous devons faire attention parce que nous sommes agressés à cause de cette hospitalité. Donc nous devons savoir qui nous recevons. Autre moment fort de ces cultes aura été l'installation du nouveau comité de la Journée mondiale des prières. L'armée du salut passe la présidence aux femmes protestantes pour un mandat de 3 ans. Dans le social, 2 secteurs préoccupent depuis des années les Congolais, l'eau et l'électricité. La Banque mondiale veut apporter son aide à la RDC. Il en a été question au cours de la rencontre entre le représentant résident de la Banque mondiale à Kinshasa et le Premier ministre Matata Ponyo. Eustache Wayuro est au micro de Doudou Ndombe. Nous avons d'énormes programmes pour soutenir le gouvernement congolais. Donc il est tout à fait normal que nous passions faire le point avec le chef du gouvernement et lui expliquer un peu comment avancent les différents dossiers, les différents programmes. Nous avons le dossier de l'électricité. Vous savez que ce pays a besoin d'électricité. Nous sommes engagés, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour plus d'$1 milliard dans l'électricité. Et nous sommes venus indiquer à M. le Premier ministre que d'ici quelques jours, les premiers 55 mégawatts d'électricité venant de Inga, le groupe 12, donc à Inga 1, devrait pouvoir débiter de l'électricité sur le réseau. Et cela devrait permettre à plus de 450 000 personnes de bénéficier d'une électricité de meilleure qualité. Donc c'est une bonne nouvelle. Il était important qu'on puisse en discuter avec M. le Premier ministre. Nous avons également parlé du problème de l'eau. La Banque mondiale a financé donc, un programme important à Lukaya qui devrait servir à près de 150 000 personnes. Les travaux sont pratiquement terminés. Et nous sommes venus voir avec M. le Premier ministre dans quelle mesure on pouvait donc mettre en œuvre cette opération pour que les populations bénéficient effectivement de cette eau. Je crois que la réaction du Premier ministre a été positive. Il a demandé qu'on fasse davantage. Bien sûr que le gouvernement travaille à la stabilisation du cadre macroéconomique. C'est important. Sans un cadre stabilisé, tous ces progrès ne sont pas possibles. Mais au-delà de cette stabilisation, il est important que le social des Congolais soit amélioré. Et donc nous y travaillons dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'eau, de l'électricité, de la santé, dans l'agriculture également. Et donc nous avons également parlé du gros programme agricole que nous avons dans l'Équateur. Et le Premier ministre nous a encouragés à accélérer la mise en œuvre de ces programmes-là. La télévision numérique terrestre sera opérationnelle en juin 2015. Le Conseil supérieur audiovisuel de la communication tient l'implication de tous les professionnels des médias dans ce processus. Au cours d'une conférence de presse animée vendredi dans la soirée à l'hôtel Invest, le président du CESAC a présenté à l'intention des responsables des médias les avantages de cette mutation technologique. José Junior Owawa, Thierry Kassongo pour le reportage. Le passage de l'analogique au numérique pour la télévision en RDC. La date est connue. C'est le 17 juin 2015. La SADC et autres partenaires sont confiants quant à ça. Cette mutation technologique à laquelle tous les utilisateurs devront s'adapter a un coût. Mais la population est rassurée. Il y a des pays qui fabriquent ce matériel à moins cher. Le président de la République nomme une commission du passage au numérique qui étudie toutes ces questions avec les instances qui ont en charge les médias pour que justement, au niveau de la production de l'image, au niveau du consommateur, au niveau économique, on puisse tenir compte de ces paramètres afin d'éviter que l'on ne crée la pauvreté, que l'on ne crée des disparités entre la population, les gens qui peuvent accéder à tel matériel et d'autres qui ne peuvent pas le faire. Mais je crois que le CESAC voudrait accompagner ce processus pour le mieux. Une révolution technologique aux implications financières non négligeables. Les dividendes générés par la télévision numérique terrestre feront l'objet de plusieurs rencontres
entre les opérateurs du secteur. Et aujourd'hui, nous avons voulu sensibiliser les patrons de presse parce que ce passage implique beaucoup de choses. Il y a des connotations géopolitiques, il y a des connotations financières, il y a toute une sensibilisation, tout un processus qui doit être pris en compte par les acteurs de la presse, par les patrons de presse, par les journalistes, par la société civile, par les institutions financières, par le gouvernement, par les instances de régulation des médias. Dès la semaine prochaine, le CESAC envisage d'organiser une série d'activités pour sensibiliser les responsables des médias à s'impliquer dans le processus de financement des organes de presse. Informer les jeunes sur une sexualité responsable, le VIH-Sida, c'est l'objectif d'une formation à l'intention des journalistes animateurs des émissions sur les jeunes et la santé. Pendant 2 jours, les participants devront renforcer leurs connaissances sur ces questions en vue de prévenir la jeune Congolaise des risques liés à certains comportements. Reportage. Préparer les adolescents et les jeunes à entrer dans la vie adulte est l'un des défis auxquels l'humanité est confrontée. Au cœur de ces défis, la sexualité humaine et les VIH-Sida occupent une place centrale, d'où la nécessité d'informer les jeunes sur la sexualité responsable. Pour le représentant de l'UNESCO, les médias demeurent une source de connaissances de premier choix pour transmettre les informations nécessaires. Si nous voulons avoir un impact sur les jeunes, avant qu'ils ne deviennent sexuellement actifs, il faut qu'une éducation sexuelle complète soit intégrée dans les programmes des médias et dispensée par des professionnels bien formés et encadrés. Le jeune devrait être suffisamment informé sur l'existence du VIH-Sida afin de prévenir la contamination de ces virus qui ravagent le monde. Cette formation, tombe à point nommé, se félicite les représentants de l'ONU-Sida. Ce renforcement de capacité, sans nul doute, vous permettra d'orienter vos émissions, d'orienter particulièrement une stratégie d'éducation beaucoup plus productrice, beaucoup plus centrée sur le développement des jeunes, beaucoup plus orientée pour une sexualité saine. Le porte-parole du CESAC salue cette initiative, mais souhaite qu'elle s'étende au niveau des responsables de chaîne. Désormais, les journalistes sont outillés pour élaborer des émissions pouvant préparer le jeune pour une sexualité responsable. Les infrastructures maintenant. Fridolin Kassochi a fait le tour du propriétaire des différents chantiers à travers la capitale. Le ministre des Infrastructures s'est rendu sur le boulevard Lumumba, mais aussi dans la commune de Lemba. Voilà, Élisée Bilonda, Blanchard Kandolo. C'est par le pont Bokassa en pleine modernisation que Fridolin Kassochi Musoka débute sa tournée d'inspection. Le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction palpe du doigt les travaux qu'effectue l'Office de voirie et drainage pour construire un pont archistructure. Benjamin Wenga Bassoubi, directeur général ad intérim de l'OVD, donne plus de détails. C'est un pont de 23 mètres de portée, 10 mètres 50 de largeur, avec une charge de 56 tonnes. Il sera construit en béton en mer. Minimum 4 mois. De là, la délégation s'arrête à Lemba Terminus où l'entreprise Africa s'emploie à réhabiliter la chaussée. En compagnie de la vice-ministre du budget, Liska Abayoué, Fridolin Kassochi Musoka fait les tours du propriétaire sur l'avenue Kiyimbi pour voir l'état de la chaussée. Le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction arrive au pont Djili où Crec 8 jette un pont mitoyen. Les pieux sont visibles et l'ouvrage se dessine. La fluidité du trafic a également repris. Sur le lot 2, au niveau de l'entrée Ndjili et l'avenue Kimbuta, les excavations de la chaussée font l'admiration de tous. Le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, Charles Médard Lunga Mwamba, s'en réjouit car, dit-il, les travaux vont plus vite que prévu. Nous réalisons plus ou moins 11 jours des travaux et nous avons atteint presque 3 km en ce qui concerne les excavations. La couche de fondation, nous sommes plus ou moins à 2 km. Fridolin Kassochi Musoka et sa suite achèvent leur inspection au lot 3 du boulevard Lumumba. Crec 7 a déjà débuté la construction des ouvrages d'assainissement. Heureux de quitter le monde des piétons, une cinquantaine de médecins des cliniques Ngalema se sont vus offrir des véhicules pimpant neufs. C'est dans le cadre d'un projet entre le gouvernement congolais et le syndicat des médecins. C'est la 7e remise. Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé publique, a exprimé toute sa satisfaction. Lieu choisi pour la cérémonie, les cliniques Ngalema, bien sûr. Jébi Maougo, Charlie Tonsi, Sédiki Timbou.
59 clés de contact pour les médecins de formation médicale publique. Les bénéficiaires ont bien de raisons de faire la fête. Depuis plusieurs mois, ils n'attendaient que ce jour qui couronnera en fait leurs efforts. Toyota, ces véhicules utilitaires de marque Hyundai Hilux sont achetés à crédit grâce aux efforts du syndicat national des médecins du Congo, SINAMED. Satisfaits, les médecins bénéficiaires espèrent avec raison que cette acquisition vienne résoudre leurs problèmes de transport. Il faut tout simplement être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître ces plaisirs, ce bonheur qui anime les médecins lorsqu'ils reçoivent leur véhicule. Le docteur Félix Kabange, ministre de la Santé publique, encourage la détermination des médecins souscripteurs. Il salue la prise de risque du SINAMED. Je félicite le SINAMED pour non seulement cette prise de risque, mais également le sérieux avec lequel ils ont diligenté cette opération. Nous sommes maintenant habitués à être présents en ce lieu, certes même avec les mêmes organisateurs, mais c'est avec des nouveaux visages qui viennent prendre les véhicules. Le syndicat national des médecins du Congo dit continuer la lutte pour le bien-être de ses membres. En attendant la prochaine livraison, les heureux choisis peuvent jouir calmement du fruit de leur dur labeur. Nous allons clore ce journal par ce communiqué qui vient de nous parvenir. Ce communiqué vient donc de la Direction générale des impôts qui porte à la connaissance du public en général et des opérateurs économiques en particulier qu'une série de mesures fiscales viennent d'être sanctionnées par voie d'ordonnance loi par son Excellence Monsieur le Président de la République Joseph Kabila. Ces mesures concernent notamment la suppression du précompte de l'emploi sur les bénéfices et profits précompte BIC, la réqualification de la patente et en une simple autorisation administrative annuelle d'exercer le petit commerce, la soumission des contribuables relevant du régime de la patente à l'impôt sur les bénéfices et profits relevé par la Direction générale des impôts, mais aussi le remplacement de l'impôt synthétique libératoire par un régime d'imposition en matière d'impôt sur les bénéfices et profits des petites entreprises calculés sur les chiffres d'affaires réalisés, la fixation d'un nouveau barème d'imposition en matière d'impôts professionnels sur les rémunérations, l'obligation de régler par voie bancaire toute transaction entre assujettis à la TVA d'un montant égal ou supérieur à 1 million de francs en congolais, l'institution d'un droit d'enquête en matière de facturation et d'un droit de visite et de saisie au profit de l'administration fiscale, la subordination de la recevabilité du recours juridictionnel du contribuable au paiement du principal de l'imposition contestée. Par ailleurs, la Direction générale des impôts informe que les ordonnances loi du 23 février 2013 consacrent toutes ces mesures sont publiées au journal consacrant toutes ces mesures, bien entendu, sont publiées au journal officiel de la République démocratique du Congo dans son numéro spécial du 27 février 2013. Toutefois, l'attention des redevables du précompte BIC est appelée sur le fait que les précomptes collectifs collectés au courant du mois de février 2013 doivent être reversés au plus tard le mardi 5 mars 2013, fait à Kinshasa le 1er mars 2013. Dieudonné Lokadi Moga, c'est par ce long communiqué que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain.
nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure une